Messieurs, bonjour, nous sommes à Émancé dans les Yvelines. Vous participez à la marche pour la COP21 qui devait rejoindre Saclay à l'origine en région parisienne. Saclay qui est aujourd'hui bloqué par de très importantes forces de l'ordre. Il semblerait que vous ne soyez plus les bienvenus en Ile-de-France et pour la marche pour la COP21. Quel est le sens de votre marche? Alors, le sens de notre marche, déjà c'est un convoi sur la COP21 et non pas pour jouer sur les mots. Et le sens qu'on y met, nous, c'est déjà pour commencer de dénoncer l'hypocrisie flagrante qu'il y a entre d'une part vouloir enrayer le réchauffement climatique et annoncer en parallèle de vouloir construire un aéroport sur un bocage de 1600 hectares, ce qui est complètement aberrant. Parce que vous venez de Notre-Dame-des-Landes, c'est bien cela? Voilà. Oui. Ouais. Et ici, il y a plusieurs autres marches qui vous ont rejoint ou qui vont vous rejoindre dans les heures qui viennent? Oui. Sans doute, oui. On est sûr qu'il y a une marche qui vient de l'Est, on est sûr qu'il y a une marche qui vient d'Agen, les gens sont arrivés, ils sont peut-être même déjà arrivés. Il y a Fort-Calquier où ils sont un peu moins nombreux que ce qu'ils pensaient parce que ça s'est épuisé pendant leur transport. Et puis il y a une marche du Nord aussi apparemment qui doit aussi arriver, dont on ne connaît pas trop les forces. Mais enfin bon, voilà, il y a un certain nombre de gens oui, qui ont quand même essayé de faire une petite convergence, quoi. Alors au-delà des messages pour la contestation de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce que vous aviez quel message souhaitiez-vous faire passer sur cette COP21, sur ce que vous considérez comme un petit peu une mascarade, si j'ai bien compris? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Concrètement, pour les autres messages, on adresse aussi un message de soutien à tous les réfugiés climatiques et réfugiés de guerre. Ça nous semble important de le signifier en ces temps. Et pour nous, c'est une mascarade parce qu'en fin de compte, il y a derrière ça, ça sonne comme des arrangements économiques entre pontes là, qui tiennent à aucun moment compte des gens qui habitent le terrain et qui savent un peu de quoi il s'agit en fin de compte. Et nous, ce qu'on veut aussi, c'est être force de proposition d'autres façons d'habiter, de cultiver, et on est dans une pratique qui est déjà concrète et réelle actuellement. On n'a pas l'intention de se laisser dicter par des pontes d'un peu partout la manière dont on va devoir penser le climat, la protection du climat. Cette marche que vous organisez est pacifique, on est bien d'accord? Oui, tout à fait, oui. De toute façon, on est toujours pacifique. Faut pas croire tout ce que les médias disent. On est toujours pacifique. On occupe des terrains. On est pacifique au même titre que l'État et que les communes et que les départements qui installent des zones industrielles partout alors qu'on a des friches industrielles, etc. On est dans le même pacifisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas violent. Voilà, sauf qu'on veut défendre ce bocage. Et là, si on a fait cette marche sur la COP21, c'était pour réaffirmer tous ensemble que notre idée générale est commune. Bien sûr, on peut avoir des divergences, mais elles n'ont aucune importance. Ah, on n'a pas vu la cabane! On n'a aucune importance. Il s'en va avec, film. Voilà. Il n'y a aucune importance de tout ça. Là, c'est un groupe solidaire, c'est toute une grande partie de la société civile, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui habitaient là-bas déjà avant tous ces événements. C'est une lutte de 40 ans quand même, hein. Avant tous ces événements qui sont avec nous. Il y a donc les Hadis, etc., tous les gens qui à un moment on a fait appel pour venir nous aider à défendre cette zone, qui sont là avec nous. Il y a tous les paysans du coin qui sont contre l'agriculture industrielle qu'on nous promet, enfin qu'on essaie de nous imposer, qu'on nous impose en grande partie en ce moment, qui sont là. Il y a les citoyens lambda des comités, des associations, des choses et des machins qui sont là. Et on est quand même à 180-200 vélos par jour sur la route. Ça fait beaucoup de monde, quoi, hein. Et donc tous ces gens-là sont là pour faire voir une unité, une force. Et on s'est rendu compte que c'était payant parce qu'on a une grande solidarité sur la route. Oui, c'est-à-dire que l'intérêt aussi c'était de le porter ensemble, donc toute composante de la lutte de Notre-Dame-des-Landes comprise. Donc comme il l'a dit, comité, association, occupants de la zone, on a pensé cet événement ensemble, on le vit ensemble, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et sur le chemin on reçoit beaucoup de soutien et en plus, il ne s'agit pas que de nous, il y a énormément de territoires en lutte en France et ailleurs, et c'est aussi un message de soutien envers eux, et voire même c'est une convergence, parce que d'autres territoires en lutte, ou membres de ces militants de ces luttes-là, nous rejoignent et convergent avec nous. Je pense que sincèrement,
si on est diabolisé à ce point-là, s'il y a une tellement grande force policière qui est mise sur place, c'est parce que le vrai problème aujourd'hui, hélas, à leurs yeux, c'est nous. Ils ne mettent pas la priorité sur les problèmes de terrorisme qu'il y a depuis peu, parce que quelque part ça les arrange en fin de compte tout ça. Ça fait vendre ça fait vendre de la peur, ça fait vendre du sécuritaire, ça laisse passer leur tout sécuritaire et leur... Enfin là, le plan d'urgence, il est complètement appliqué sur nous et ils n'empêcheront en rien le terrorisme en fait. Mais s'ils mettent autant de force sur nous, c'est parce que la réelle menace à leurs yeux, à tous ces économistes là qui imposent leurs règles à nos... la société civile. C'est nous, en fin de compte, notre initiative, elle est de repenser à la société et de se réapproprier les questions politiques, les usages de terrain et autres. Donc forcément, ça dessert les intérêts économiques. Et comme les intérêts économiques priment sur la sécurité des gens et sur tout ça, ils mettent tout le paquet sur nous, mais ils vont surtout pas mettre le paquet sur le terrorisme, contrairement à ce qu'ils disent. C'est une vaste blague en fait. Et on ne se laissera pas museler nos contestations par ce tout sécuritaire. Et c'est pour ça et on n'est pas les seuls, c'est pour ça qu'il y a plein d'autres manifestations qui se font, qu'il y a plein d'autres types de composantes et de luttes qui veulent faire entendre ça en ce moment, parce que là concrètement, ils appliquent ça contre les militants, mais ils empêcheront rien du terrorisme. Oui, On a un paquet pour finir sur ce petit sujet des militants donc non violents, on va le dire carrément, parce que là c'est non violent. On a eu des perquisitions à Rennes, à Rouen, à Lyon, à Paris, avec des gardes à vue ou des assignations en résidence de gens qui nous aidaient à préparer ce convoi, ou qui ont participé à préparer ce convoi. Donc ça n'a rien à voir avec le terrorisme, etc. Et quand on rentre chez quelqu'un en brisant la porte, avec des flics cagoulés, avec des fusils à pompe, là, ou je sais pas quoi, et plaquant les gens par terre, menottés, etc., en disant on cherche des armes et comment, des explosifs, c'est clair et net que voilà, c'est ça l'état d'urgence en France. C'est pas parce qu'on court après des gens qui voudraient nous foutre des bombes ou des machins, parce que ça, quand ils sont là, on les trouve jamais, soi-disant, mais c'est pour museler la société en règle générale, pour museler les gens qui voudraient que ça change un peu, qui voudraient que ça redevienne un peu plus solidaire, convivial, etc., quoi. Vous partagez l'avis d'autres militants que nous avons interviewés ces jours derniers, qui constatent et qui disent qu'on interdit toutes les manifestations de contestation qui vont à l'encontre des décisions du gouvernement pour des raisons de sécurité, tout à fait légitimes. Mais par contre, on laisse les marchés de Noël, les rassemblements sportifs, qui semblent ne pas être des rassemblements à risque. Vous faites aussi cette analyse comme vos camarades de Paris? Mais complètement, c'est bien eux justement. C'est-à-dire que la sécurité des gens, elle est primordiale et attention, il va falloir contrôler tout le monde, perquisitionner tout le monde et surtout empêcher tout rassemblement parce qu'il faut sécuriser les gens et c'est bien normal et patati patata et tout le monde va y mettre son petit drapeau français à la porte et sur son profil Facebook. Mais personne ne se pose la question en fait, mais pourquoi ils n'empêchent pas tout ce... Non, pourquoi ils n'empêchent pas les marchés de Noël, le foot et tout ça? Parce que ça rapporte du fric. Et le fric, ça prime sur l'humain, sur la sécurité, sur tout ça. Ils s'en tapent. À partir du moment où on sera des millions dans des magasins à acheter et tout, là, il n'y aura pas de problème. Hein. On pourra y aller et faire sauter des bombes, ils ne l'empêcheront pas. Ils empêchent les contestations en fait, c'est clairement ce qu'ils font. Alors concrètement, comment se passe votre marche depuis que vous êtes parti? Parce qu'on peut suivre sur Internet différentes péripéties avec des préfets qui vous interdisent le passage dans certains départements, puis qui les autorisent, des forces de police et de gendarmerie présentes, puis moins présentes. Expliquez-nous, comment ça s'est déroulé depuis que vous êtes parti? Vous êtes parti quand déjà? On est parti samedi dernier. Au samedi 21 novembre. Voilà, samedi 21 novembre. Et donc, en fait, au niveau des interdictions, c'est que quand on est arrivé en Eure-et-Loir qu'il y a une interdiction. Par contre, on a quand même eu à la sortie d'Ancenis un gros barrage de police, un escadron de gendarmerie et puis une compagnie de CRS. Donc, c'est quand même un bel effectif déjà. Soi-disant pour nous dire individuellement qu'on ne pourrait pas rentrer en Île-de-France. Mais pour pouvoir nous le dire individuellement, il fallait qu'on présente notre carte d'identité. Donc, évidemment, collectivement, nous avons décidé qu'on ne présenterait rien du tout et qu'ils ouvriraient la route et qu'on passerait. On leur a proposé le deal. Au bout d'une heure et demie de discussion, des allers-retours, etc. Parce que nous, personne ne décide de rien. Parce que la première chose que dit un gendarme quand il voit un convoi comme nous, qui est le responsable? Ah bah, il n'y a pas de responsable. Si vous voulez qu'on vous dise quelque chose, il va falloir qu'on fasse une AG et on discutera après. Donc, au bout d'une heure et demie de discussion, ils ont fini par nous laisser passer. Bon, ça, c'était une péripétie.
Et quand on est arrivé la veille de l'Eure-et-Loire, il est sorti un arrêté préfectoral qui visait directement le convoi, en nous traitant pas de terroristes, mais quand même on était ultra-violent, je crois. Un mouvement ultra-violent et Voilà. radical Et susceptible de traverser l'Eure-et-Loire. Voilà, donc tout ça Oui, c'est la communication du préfet qui était disponible sur Internet qu'on a pu lire. Et donc on a mis la pression, on a un petit groupe qui a travaillé là-dessus, qui a mis la pression, etc. Et le préfet a fini par dire oui mais non, oui d'accord, mais oui mais non, votre convoi, oui vous circulez, oui bah, vous pouvez circuler. Oui, donc, vous êtes un convoi, c'est sur libre circulation, c'est bon, c'est familial, vous pouvez faire des pique-niques. Enfin, voilà. C'était une douzaine d'heures après son décret, quoi. Ouais. Alors, maintenant nous sommes en Île-de-France. On arrive en Île-de-France et là à nouveau on a fait appel, envoyer des messages, appels, etc. Enfin, le groupe qui se chargeait de ça a continué à travailler et le préfet des Yvelines a fini par dire bah, vous pouvez circuler dans les Yvelines. Voilà. Donc vous pouvez vous rapprocher de Paris, à tout le moins sortir des Yvelines et vous rapprocher de l'Essonne, puisque pour les gens qui ne le connaissent pas, Saclay est dans l'Essonne. De toute façon, vous serez obligé de passer soit par les Hauts-de-Seine ou par l'Essonne pour vous rapprocher de Paris. Vous vous attendez quand même à être bloqué physiquement à un moment, définitivement? De toute façon, on va pas forcément aller à Paris. On va voir ça cet après-midi. Il y a une AG. Nous, on peut rien vous dire maintenant à l'heure qu'il est, puisque on n'a pas décidé collectivement de la suite des événements. Mais il y a des tas de composantes. Chacun a son idée, chacun a ses limites, etc. Et le mouvement il ira le plus loin possible, mais tous ensemble. Donc on s'arrêtera là où on aura estimé qu'on doit s'arrêter. Et vous pouvez vous installer dans un endroit pendant la durée de la COP 21 pour faire passer vos messages, c'est une possibilité. Non, ça ne l'est pas, parce que dès le début, notre intérêt à nous, c'était, avant qu'il y ait l'état d'urgence, c'est durant toute la COP 21, il va y avoir tout un tas de mobilisations et de plein de formes. Pour que les différentes composantes de notre mouvement puissent s'y retrouver, elles iront chacune dans les formes qui leur correspondent. Et de cette manière, on a choisi, on s'est dit, bon ben, nous on a quand même envie de communiquer ensemble sur tout ça, on va le faire juste avant la COP. Et à la fin de notre convoi, on n'est plus ensemble. Ça s'arrête, là, dans 24 heures, le convoi n'existe plus, quoi. Voilà, on reprend chacun reprend sa voilà. liberté et ses formes de militantisme variées. Les heures qui viennent vous inquiètent? Non. Non, rien ne nous inquiète. Votre action? Non, rien ne nous inquiète. De toute façon, nous, on est clair. On a monté ce convoi avec une ligne, avec une idée bien précise, c'est-à-dire d'être visible avant la COP 21, de porter notre message avant la COP 21, de dénoncer cette mascarade de COP 21, ou de COP 20 ou 19, ça a toujours été que des mascarades, parce que les multinationales, les grands patrons, les hommes politiques qui sont soudoyés, ils n'en ont rien à foutre. Donc tout ça, on veut le dénoncer, on le fait tous les jours. On avance et puis on s'arrêtera et ça sera fini. Nous, on ne craint rien. On est tout à fait pacifique, il n'y a pas de problème, quoi. Et on sent sur notre trajet, l'ambiance a vraiment été géniale. Beaucoup de soutien, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est ça, beaucoup de soutien. Je pense que les personnes nous ayant aperçus, rencontrés dans nos passages, on a pu tracter, discuter, rencontrer les comités et les personnes qui nous ont accueillis dans les différentes villes de notre convoi. Il y a eu des échanges vraiment géniaux, enfin quelque chose d'humain assez fort. En fin de compte, beaucoup des personnes qu'on a pu croiser, je pense, on peut s'identifier à nous et non pas nous mettre dans la case de diaboliser là, de Black Bloc ou je sais pas quoi. Non, on est... Justement, j'ai une petite précision. Qu'est-ce que vous pensez de l'image qu'on renvoie de vous, que les médias renvoient ou que l'État renvoie, ou qu'on essaye de vous coller? Vous voulez en profiter de notre présence pour préciser certaines choses? Bah ouais. Tenter de nous diaboliser actuellement sur la base de petits événements comme ça qui ne sont pas du tout le fond de notre mouvement et de notre... Vous n'êtes pas les Black Blocs? Bien sûr que non. Bah non. Non. Mais... On est la société civile, tout simplement. Tout simplement, sauf que... Parce que l'État communique sur la présence des Black Blocs depuis plusieurs semaines. Ce sont des Black Blocs, qu'il n'y a que des Black Blocs. Voilà, donc vous voulez préciser que vous n'en êtes pas vous-même. Non, on ne vient pas du tout dans une démarche offensive, là. Nous, on est dans une démarche tout à fait sereine, tout à fait calme. On se rend à Paris, on a un message à passer. On le fera au travers, arriver là-bas, à Paris ou ailleurs, hein, tout ça, ça reste à définir. On se rend là-bas et on fait un banquet, on passe notre message et ensuite chacun retourne dans ses façons de faire. Cette diabolisation là dont on fait l'objet depuis quelques temps, elle est perçue un peu comme une volonté de se dire ah tiens,
En fait, on va pas pouvoir le faire cet aéroport, c'est de plus en plus compromis en fin de compte, on le sent. Là, ils ont annoncé la reprise des travaux, quelques temps plus tard, ils annoncent que finalement, bah non, pas en janvier. Oui, justement, on en est où de ces travaux? Parce que les décisions juridiques apparemment autoriseraient ou pas les travaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur l'avancée ou pas des travaux de cet aéroport? De toute façon, au niveau juridique, il y a des recours. Les recours Ils sont toujours en cours. Ils sont toujours en cours puisqu'ils sont en appel. Donc, bon, l'appel n'est pas suspensif, ok, mais ils sont en appel. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, la justice va peut-être aussi redevenir sereine, on ne sait jamais, on peut toujours espérer. On peut espérer aussi que l'Europe enfin commence envers la France à appliquer les problèmes de loi sur l'eau, parce que la France n'a jamais répondu aux questions posées par l'Europe au niveau des compensations, etc. Si on estime que faire des compensations, ça va sauver les zones humides. Et, bon, bref, on est en travers de partout et personne pour l'instant n'ose lever le petit doigt. Mais pourquoi pas, on peut espérer que d'ici la fin de tous ces processus, enfin des gens responsables prennent position correctement sur tout ça. Donc juridiquement, on n'a rien perdu. Sur le terrain, on est mobilisé. Je pense qu'on a monté ce convoi justement pour faire voir qu'on était mobilisé, qu'on était capable de travailler ensemble, d'aller ensemble, et puis ça. Et on va ensemble et on travaille très bien ensemble, il n'y a aucun souci. Donc on est sur la bonne voie. Et tout ça dans une pour démarche... l'instant, les travaux ne commencent pas. D'une part. Et tout ça toujours sur le modèle qui nous correspond, sur quelque chose d'horizontal, qui fonctionne sans hiérarchie, qui fonctionne avec beaucoup de diversité et de liberté de faire. Souvent, les gens ont du mal à comprendre cette façon de fonctionner. Prendre des décisions en commun, par des AG, ça fonctionne bien? Bah oui, c'est forcément... Donc, il y ait le chef déterminé, qui prenne les décisions pour tout le monde, ça marche? Bah, ça marche, ça prend le temps qu'il faut. Souvent, ça crée le phénomène que certaines choses se font plus vite parce qu'elles sont nécessaires et que le besoin s'en fait ressentir, et certaines choses qui, là, tout de suite, ne sont pas ultra nécessaires. Et là, je parle sur tous les plans, hein. Cultiver, faire la fête, se donner échanger, faire des conférences. Enfin, il y a tout un panel de choses qui se déroulent dans nos luttes. Et toutes, elles se font au moment où les personnes qui ont eu envie de le faire le trouvaient opportun. Et la motivation, le fait que ça prenne sens, en fait, à ce moment-là, fait que ça donne de motivation à plusieurs personnes. Comme il y a plusieurs personnes, ça se fait facilement et ça se fait. D'autres choses qui prennent un peu plus de temps sont celles qui parfois n'ont pas tout de suite du sens. Et, du coup, pour certains sujets, on peut se dire « Ah, c'est lent », pour d'autres, ça va très vite et très bien, et tout ça s'articule très bien. Il n'y a pas un chef pour trancher, dire « c'est maintenant qu'on le fait, c'est comme ça qu'on le fait ». Non, en fait, ça se fait selon la motivation et le besoin des personnes qui sont sur le terrain, là, tout de suite. Pour revenir sur ce truc de diabolisation, c'est bien ça, en fait. C'est nous diaboliser pour, si l'aéroport ne se fait pas, pouvoir dire « il faut quand même les virer ». Parce qu'il est là aussi le danger pour eux, c'est que ce qui s'est installé là sur cette zone d'aménagement différé, qui est devenue une zone à défendre et une zone de plein d'autres belles choses, eh ben, ça leur déplaît, ça les déplaît. C'est vraiment clairement des gens qui s'émancipent d'une certaine manière, qui se donnent des moyens de desserrer la mainmise du étatique sur nos vies. On s'en donne les moyens. C'est pas parfait, c'est pas tout beau, tout rose, mais c'est vraiment très agréable de se réapproprier comme ça nos vies, nos choix, notre façon d'habiter, nos décisions politiques, la façon dont on aménage les choses qui nous entourent, ou pas, à quel moment on laisse place à la nature, à quel moment on se dit là on va cultiver, et de quelle manière on va cultiver. Tout ça, c'est entre nos mains maintenant. Et bah, ça leur déplaît. Si ça était contagieux, alors tous leurs intérêts économiques s'effondreraient. Ils ne nous laisseront pas faire ça si facilement. Donc ils nous diabolisent. Justement, vous pouvez peut-être expliquer pour les téléspectateurs qui ont entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, mais qui connaissent peut-être pas le sujet à fond, pourquoi, à vos yeux, ce projet est un projet inique et scandaleux? Ce projet d'aéroport. Il y a beaucoup de choses. Il y a tellement de points où ça ne va pas que c'est dramatique. Mais par exemple, moi, paysan et plutôt citoyen lambda, je vais vous dire, on a déjà un aéroport à Nantes qui fonctionne très bien, qui a été primé en 2012, bon, il n'y a pas besoin d'autre chose, quoi. Il est assez grand, on peut encore mettre des terminaux, des machins, je ne sais pas tout ce qu'ils veulent faire, donc il n'y a aucun souci. Donc économiquement, c'est déjà une connerie. Ensuite, on va détruire quand même une zone qui n'est pas, qui il y a 30 ans ou 40 ans en arrière n'était pas une zone exceptionnelle, mais comme on bousille toutes les zones humides, on commence à arriver à une zone qui devient exceptionnelle parce qu'elle est dans les dernières zones humides qu'on avait sur ces deux bassins versants. Parce qu'on est sur deux bassins versants, on est en tête de deux bassins versants. C'est quand même très important sur la Vilaine et sur la Loire via le canal, l'Erdre, etc. Donc c'est quand même très important. Donc là, une deuxième énormité, quoi. Et en plus de ça, là-dessus, c'est greffé quand même des gens qui ont des choses à proposer différentes et dont
compte, il va bien falloir un jour prendre en compte leur raisonnement et leur façon de faire, parce que c'est pas si mauvais que ça, quoi. Voilà. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Maintenant, on peut avoir l'avis différent d'une personne qui occupe les lieux, parce que eux ils ont sorti un peu de notre monde. Enfin, ils y sont, puisqu'on se côtoie et on vit ensemble, mais ils ont sorti un peu de notre monde, ils ont encore une vision peut-être plus affûtée que nous, mais déjà, même en tant que citoyen lambda, on a plein de raisons pour dire c'est une connerie de faire ça à l'aéroport. Vous êtes bien implanté maintenant à Notre-Dame-des-Landes, vous craignez d'être chassé un beau matin, demain matin, après-demain matin, par des forces de l'ordre très importantes qui viendraient reprendre possession du terrain pour organiser les travaux et permettre aux entreprises de faire les travaux? Ça sera très compliqué pour eux, on le sent de plus en plus. Le craindre, je n'utiliserai pas ce terme. Des fois, je suis rassuré parce que tout ce qu'on y vit, tout ce qui s'y passe là-bas, et tous les souvenirs que ça va nous laisser, et les compétences que ça nous a apportées, ils ne pourront pas nous l'enlever, ça. Donc qui nous vire, hein, ça le fera autre part. Ce qui est à craindre, c'est que s'ils nous virent, c'est pour y faire cet aéroport sans aucun intérêt. Qui va raser cette... Enfin, en gros, ils vont mettre le terrain qui est là où j'occupe. Il est magnifique, il y a un joli verger. Et qu'est-ce qu'ils vont y faire là-dessus? Une route. C'est une route qu'il va y avoir dessus. C'est tout du bitume. Des fois, je regarde cet endroit et je me dis, ah, toutes ces terres, si on les laisse faire, ça va être du bitume. Et ça, c'est à craindre et je ne souhaite pas. Après, en tant que personne qui occupe les lieux, c'est plus... Ce qui m'y a attiré, c'est déjà l'appel de personnes là-bas sur place qui connaissent et qui depuis plus de 40 ans luttent contre cet aéroport, qui ont fini par appeler à du soutien. Et ça a été entendu par plein de gens, dont moi. Et on y va et on les soutient dans leur démarche en essayant de composer avec leur façon de faire, mais aussi en respectant la nôtre. Et en tant qu'ex-citoyen lambda, de personnes qui... Bon, en gros, qui trime, qui est soit dans un taf qu'elle n'a pas choisi, soit au chômage, soit et tout ça pour payer un appart de merde, une fortune, enfin une réalité que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui et beaucoup de personnes en souffrent de cette réalité et qui se disent de toute façon qu'est-ce que je peux faire? Ben, en fait, il y a des trucs à faire. Il est possible de se réapproprier nos vies et nos lieux de vie. Et maintenant que je le vis, c'est plus possible que jamais. C'est aussi l'intérêt de ma présence là-bas, c'est de réexpérimenter des nouvelles façons de s'organiser ensemble, des moyens de se... Comme je le disais tout à l'heure, de serrer cette mainmise là sur nous qui nous rend tributaires administrativement parlant. Toute cette violence institutionnelle n'est plus maintenant pour moi. J'entreprends ce que j'ai envie d'entreprendre et c'est un bonheur parfait. Et tout ça, pour pouvoir le faire rebondir aussi sur les personnes que ça aide. Là-bas sur zone, ce qu'on produit, c'est à la fois pour le partager entre nous, mais c'est aussi pour l'envoyer à d'autres luttes. Que ce soit les migrants à Calais, les migrants de Nantes, puisque c'est la ville la plus proche. Enfin, il y a plein de luttes, la liste est longue. Se rencontrer aussi entre luttes, c'est un point de convergence de plein de luttes qui se déroule là-bas, à dépasser la simple question de l'aéroport. Ils ne feront pas cet aéroport et on s'y oppose formellement et on continue à observer cette affaire très précisément. Mais quand il sera sûr qu'il ne se ferait pas, c'est tout un champ de possibles qui s'ouvre derrière et qu'il faudra défendre encore à ce moment-là. Appel à tous les soutiens qu'il faudra qu'ils soient présents. Oui, parce que par exemple au niveau agricole, on a quand même 700 ou 800 hectares à sauver de l'agrandissement parce que les fermes, dans le système agricole défendu par ce gouvernement, quoi qu'on en dise, dans ce système agricole-là, le seul truc qui compte, c'est d'avoir des grandes fermes, des moyens de production, de produire de la nourriture ou des choses, des biocarburants, des choses comme ça. Alors on n'en parle même pas, c'est complètement inutile, mais en plus de produire des choses qui ne sont pas de qualité. Et que, bon, on va le faire rapide, mais on s'aperçoit qu'on a des déficits de sécurité sociale, on a des déficits de ci, de ça, qui viennent parce qu'on est pollué, parce qu'on mange mal, parce que, etc., et qu'on mange mal dans l'équilibre des reports, mais qu'on mange des mauvaises choses en plus. Et donc, si on ne lutte pas contre tout ça, c'est sûr que tout le système explose. On en est bien conscient. Sauf que, apparemment, il n'y a que nous qui en sommes conscients, quoi. Mais une question un peu polémique, vous me la pardonnerez. Est-ce que le système n'est pas trop fort? Dans le système économique, les grandes entreprises, l'industrie, la grande distribution, est-ce que le système n'est pas trop fort? En fait, il repose sur l'argent. Ce système, il est si fort parce que il est détenteur des biens et de l'argent. Mais ces biens et cet argent, c'est nous qui leur donnons, nous le nombre. Moi j'aime bien cette formulation, ils ont les chiffres, on a le nombre. Quand on en aura pris conscience, en fait, potentiellement, non, ils ne sont pas trop forts. Ils ne sont pas trop forts. À partir du moment où une grande partie des personnes aura pris conscience de ça, qu'en ne leur donnant pas notre fric et en ne leur laissant pas s'approprier tout et n'importe quoi, n'importe comment, ils sont rien.
Si demain on choisit de ne pas téléphoner, de ne pas prendre de forfait pendant un mois, ils s'effondrent. Tout repose sur l'argent et c'est nous qui avons l'argent, c'est nous qui leur donnons. Le jour où on arrête de leur donner, ils sont foutus. Et il n'est pas si fort en fait. C'est nous qui leur donnons et qui leur laissons cette force, les personnes. Pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui vont vous voir à travers nous, d'autres médias, retiennent de votre démarche? Est-ce qu'il y a un mot-clé, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais que vous aimeriez que les gens retiennent de votre marche sur la COP21? Un mot-clé, j'en choisirais deux, je dirais espoir et détermination. Mais bon. Oui, on pourrait dire 3, solidarité, parce qu'on a rencontré une grande solidarité et donc... Oui, c'est ce que vous nous disiez, les gens vraiment vous ont très bien accueillis. Tous les gens ne sont pas complètement anesthésiés par la société actuelle, puisque à l'improviste, on peut accueillir 200 personnes une nuit chez des gens, dans des salles chauffées, etc. À l'improviste, en 24 heures, tout ça, ça se préparait. Donc ce mot solidarité, il est quand même très important, parce qu'on a toujours été solidaires, même qu'il y ait toujours eu des guerres et des machins, des trucs, je suis d'accord, mais on a quand même toujours été solidaires. Les gens ont toujours essayé de connaître leurs voisins, etc. Et on le perd de plus en plus, et on s'aperçoit là quand même qu'il y a un petit quelque chose, on n'est pas si perdu que ça, on peut retrouver la solidarité. Par où tu vas monter là, par là-bas,